Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Bonjour ou bonsoir auditeurs de Radio Gabon, ravi de vous retrouver dans votre émission Gabon Environnement. Je suis Lise Obon Angoro, à mes côtés Arnaud Ondo Ngozogo pour la présentation de votre émission. Avec nous dans ce studio, Dr Christian Wali, maître assistant CAMES, secrétaire permanent du Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, et Monsieur Boris Cabrel Wakango Nzamba, assistant de recherche. Bonjour à vous. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue à votre émission Gabon Environnement. Merci pour l'invitation. Arnaud, bonjour. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Quelle sera la thématique du jour? On va parler de la dissémination des données à Afrobaromètre pour le round 8. La dissémination vient d'être faite par le CERGEP ici à Libreville. Oui. Et c'est dans ce cadre qu'on reçoit donc les deux universitaires. D'accord. Afrobaromètre vient de procéder à la dissémination des données de round 8. Avant de parler de ces données, monsieur, pouvez-vous nous présenter d'abord ce que c'est que Afrobaromètre? Bien, merci madame pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur Afrobaromètre, l'ensemble des données que nous avons produites et de manière générale aussi sur le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, le CERGEP, du département de géographie à l'université Omar Bongo. Alors, qu'est-ce qu'Afrobaromètre? Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains, panafricains, des chercheurs indépendants qui mènent des enquêtes par sondage. Afrobaromètre est installé dans 35 pays africains. Nous procédons cette année donc au 8e round des données Afrobaromètre. Ça veut dire que le round, c'est-à-dire la 8e série d'enquêtes des données Afrobaromètre qui ont débuté au cours de l'année, donc le premier round 1999-2001. Alors, Afrobaromètre est organisé avec des partenaires au niveau des pays. Le siège d'Afrobaromètre se situe au Ghana, au CDD, et nous sommes le partenaire national, donc le CERGEP est le partenaire national de Afrobaromètre au niveau du Gabon. Nous avons été choisi par un processus de sélection d'appel d'offres international en 2015, et depuis 2015 nous sommes donc au Gabon à la 3e enquête menée déjà au niveau de notre pays. Et donc, Afrobaromètre mène des enquêtes sur l'ensemble du territoire national en partenariat avec le support technique, notamment en termes de base de sondage avec la Direction générale de la statistique et des études économiques. Et techniquement, Afrobaromètre a un appui technique donc de l'Université de l'État du Michigan et l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Et donc, voilà de manière générale le réseau Afrobaromètre. On sait qu'Afrobaromètre travaille avec les laboratoires. Quel est leur processus? Alors, le processus de sélection, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, est un appel d'offres international. En 2015, notamment pour le cas du Gabon, du CERGEP, nous avons soumissionné à un appel d'offres que nous avons vu dans un journal local, l'Union pour ne pas le citer. Donc, nous avons monté un dossier technique que nous avons soumis, donc nous avons répondu. Nous avons été présélectionnés par le réseau Afrobaromètre. Ensuite, nous avons été auditionnés à 2 reprises ici par le réseau Afrobaromètre et un ensemble d'échanges mails pour préciser nos capacités de ressources humaines et nos capacités techniques de pouvoir mener cette enquête. À l'issue donc de ces auditions et de ces échanges, nous avons eu le privilège au niveau du Gabon d'avoir été sélectionnés
comme étant le partenaire national. Donc le processus de sélection est un processus d'appel d'offres international qui est souvent lancé par le réseau Afrobaromètre. D'ailleurs, ce processus vient de se dérouler pour le renouvellement des équipes dans un ensemble de pays, parce qu'il faut savoir que dorénavant, le réseau Afrobaromètre a décidé qu'au bout de 3 enquêtes, eh bien, un appel d'offres doit être relancé dans les pays pour pouvoir sélectionner soit maintenir le partenaire s'il répond aux qualités techniques donc menées par Afrobaromètre, soit alors de pouvoir changer de partenaire. Et donc, dans ce contexte-là, justement, le CERGEP va remettre, entre guillemets, sur la table son mandat au niveau national et pouvoir procéder à un nouveau cycle de sélection de partenaires nationaux. Nous osons espérer que le travail que le CERGEP mène va donner la capacité justement au réseau de pouvoir à nouveau nous faire confiance pour pouvoir mener ces enquêtes. Docteur, on va dire que les données du round 8 que vous avez récemment disséminées a été fait en ligne à cause de la crise sanitaire du moment. Peut-on avoir une idée des thèmes que vous avez abordés dans cette enquête? Alors, déjà rappeler que, comme je vous ai dit que l'Afrobaromètre est un réseau panafricain, donc qui mène des enquêtes dans 35 pays au niveau de l'Afrique, il faut savoir que le questionnaire Afrobaromètre est un questionnaire standard qui est utilisé sur l'ensemble des 35 pays. C'est-à-dire que les questions qui sont posées au niveau du Gabon sont exactement les mêmes qui sont posées dans tous les autres pays, à l'exception de 5 questions qu'on appelle les CSQ, c'est-à-dire des questions pays, qui sont des questions spécifiques au pays. Et donc, ces questions relèvent en fait de manière générale de la gouvernance. C'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir l'opinion de la population sur la qualité de vie dans les États, d'avoir l'avis, donc l'opinion des populations sur le niveau de démocratie, sur le fonctionnement des institutions, sur la qualité économique, un peu. Toutes ces questions sont celles qui, et même les questions de société, d'ailleurs dans la dernière dissémination, vous vous souvenez, nous avons disséminé sur la question de l'homosexualité par exemple. Donc ce sont toutes ces questions qui permettent d'avoir un focus, une photographie de l'état de l'opinion dans un pays. Et j'insiste sur ça parce que beaucoup pensent toujours que l'Afrobaromètre n'engage que des questions politiques. Ouais, parce que vous savez, quand on discute des questions politiques, ce sont celles qui font le buzz, le plus de buzz, alors que il y a effectivement des questions économiques, des questions de société, et l'objectif d'Afrobaromètre, c'est de parvenir à obtenir des données statistiques fiables qui permettent donc aux chercheurs, aux médias, aux hommes de presse que vous êtes, par exemple vous, à la société civile, aux gouvernants, de pouvoir obtenir donc des statistiques, puisque n'oublions jamais que dans nos États africains, l'un des problèmes que nous avons, c'est essentiellement la question de la statistique. Oui. Or, là, avec Afrobaromètre, nous avons la possibilité justement d'avoir des données statistiques et justement la compilation de ces données ronde par ronde permet donc d'avoir un recul nécessaire sur un ensemble de problématiques de la qualité de vie, de la question des institutions, du fonctionnement démocratique de nos États. Et donc, si le questionnaire y est le même, est-ce que les thématiques aussi abordées répondent à cette même exigence? Bien entendu. Bien entendu, puisqu'à partir du moment où le questionnaire est le même, ça veut dire que les thématiques abordées répondent aux mêmes exigences de comparaison sur l'ensemble des pays. Maintenant, il y a quand même dans le choix des thématiques d'un round à l'autre, le questionnaire n'est pas totalement identique. Il y a un focus, par exemple, qui peut être mis sur un aspect particulier. Cette année, par exemple, sur le questionnaire de cette année, il y a quand même une bonne partie qui est mise, par exemple, sur la question, au round 7, par exemple, il y avait une bonne partie des thématiques qui étaient liées essentiellement à la question des changements climatiques, des évolutions donc liées au changement climatique. Cette année, par exemple, il y a un focus qui est mis, par exemple, sur la problématique des jeunes. Et donc, les thématiques, mais globalement, les thématiques sont les mêmes parce que si on veut avoir une série comparative, si on veut faire des comparaisons d'une année à l'autre, eh bien, il est important d'interroger les populations sur les mêmes thématiques et qui permettent donc finalement d'affirmer que, bon,
actuellement au Gabon sur la question, par exemple, de la performance, par exemple, des députés. Je prends une question, par exemple, comme celle-là, la performance des députés ou des parlementaires de manière générale. Eh bien, en 2015, les populations ont, par exemple, affirmé que les députés étaient performants. En 2017, peut-être qu'ils étaient moins performants. En 2020, ils peuvent dire peut-être qu'ils sont davantage moins performants ou peut-être qu'ils sont un peu plus performants. Mais pour pouvoir faire cette comparaison, eh bien, il faut avoir des questions identiques d'une série à l'autre, donc des séries d'enquêtes. Restons dans les thèmes abordés. Dans ce round 8, vous avez, parmi l'une des thématiques abordées, il y avait celle relative d'abord à l'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité? Est-ce que c'était aussi une façon de coller à l'actualité du moment? Pas du tout. Alors, merci de me poser cette question parce que effectivement, beaucoup m'ont demandé pourquoi avoir posé spécifiquement la question sur l'homosexualité alors que dans notre pays, il y a un débat sur la dépénalisation de l'homosexualité. Tout à fait. Eh bien, ce n'est pas un concours de circonstances qui fait que notre pays soit dans ce débat sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je vais juste rappeler que pour ceux qui nous suivent depuis 2015, que nous avons commencé à mener les enquêtes Afrobaromètre, vous vous souviendrez que dans la toute première dissémination que nous avons effectuée au Gabon en 2015 sur les données Afrobaromètre, il y avait déjà une question sur les différences sociales. Et l'une des questions dans les différences sociales était déjà la question de l'homosexualité. Et en 2017, il y a eu encore cette question sur l'homosexualité. Donc, au fond, en réalité, vous vous rendez compte que lorsqu'on veut étudier les différences sociales, eh bien, l'une des différences sociales aujourd'hui, pour laquelle on ne peut pas faire abstraction, c'est celle justement de la question de l'acceptation ou la non-acceptation des homosexuels. Donc, cette question-là, elle est absolument nécessaire à interroger. Et donc, cette question n'est pas spécifique au Gabon. Cette question fait partie de l'ensemble des questions qui sont posées sur les 105 pays dans lesquels Afrobaromètre mène ses enquêtes. Donc, ce n'est pas une question spécifique au Gabon. C'est une question qui est posée sur l'ensemble du continent, en tout cas dans les pays dans lesquels Afrobaromètre mène ses enquêtes. Et c'est une question qui, d'un round à l'autre, se répète parce qu'on veut apprécier exactement le niveau de l'acceptation des différences sociales. Et donc, à côté de la question de l'homosexualité, il y a par exemple la question de l'acceptation des immigrés, des étrangers. Il y a par exemple la question de l'acceptation des groupes ethniques différents. Est-ce que vous acceptez d'avoir pour voisin quelqu'un d'un autre groupe ethnique? Cette année, par exemple, Afrobaromètre a introduit dans les différences d'acceptation sociale ou de non-acceptation sociale la problématique d'accepter par exemple d'avoir un voisin d'un parti politique différent. Toutes ces questions sont liées à ce que nous appelons les différences sociales, l'acceptation des différences sociales. Et donc, il se trouve que lorsque nous avons fait notre première dissémination, le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon avait cours et donc voilà, nous n'avons fait que présenter justement les données Afrobaromètre liées à cette question. Mais ce n'était pas une question posée spécifiquement sur le Gabon. Et là-dessus, que pensent les Gabonais sur cette problématique, la question de l'homosexualité? Alors, sur les données que nous avons pour le round 8, nous avons 83%, si je ne dis pas de bêtises, 83% des enquêtés qui disent ne pas accepter d'avoir un voisin homosexuel. Mais cette donnée, je disais que depuis 2015, la question est posée, et c'est une tendance en fait qui est plutôt stable, qui est constante, parce que en 2015, 82% des enquêtés disaient ne pas accepter avoir pour voisin un homosexuel. En 2017, cette tendance était légèrement baissière puisqu'elle se situait à 78% et en 2020, nous voyons qu'elle est revenue à 83%, à la hausse à 83%. Donc, en fait, il y a une constante dans l'opinion de la population justement sur le fait de ne pas accepter pour voisins homosexuels. Comparativement, par exemple, on veut faire une étude comparative, par exemple, sur les autres aspects de l'acceptation sociale, par exemple
sur les immigrés, sur le fait d'avoir une personne d'un groupe ethnique différent ou d'avoir, par exemple, une personne d'un parti politique différent. Une religion différente. Non, la différence est énorme. L'acceptation est de l'ordre justement de plus de 80%, alors que pour l'homosexualité, le refus est de l'ordre de 80%. Et si on fait maintenant une étude, puisque c'est ce que nous avons fait une étude par exemple avec les autres pays, ben on va se rendre compte que le Gabon est dans la marge supérieure de ceux qui sont dans le refus de l'acceptation des voisins homosexuels par rapport aux pays comme le Cap-Vert où le taux d'acceptation est de plus de 80%. Le taux de refus dans ce pays est de l'ordre de, je crois, 18%, ce qui est vraiment une différence énorme par rapport à des pays comme le nôtre. Maintenant, il y a des pays, par exemple, comme le Sénégal, où le taux de refus est de l'ordre de plus de 90%. Vous voyez, donc là, quand même, il faut toujours relativiser ces données parce que quand on dit 83%, c'est très important, mais on se rend bien compte que, mais en réalité, il y a quand même un niveau d'acceptation qui est quand même relativement plus élevé par rapport aux autres pays. Et vous permettez, lorsqu'on regarde maintenant dans le détail, et ça c'est très intéressant à observer, je me suis amusé à regarder les données et en faisant une discrimination par exemple par âge, eh bien on se rend compte que les populations de 18 à 25 ans acceptent plus largement justement d'avoir pour voisins homosexuels que les tranches les plus élevées de 50 ans et plus, ce qui peut se comprendre aisément parce que effectivement on se rend bien compte que les jeunes eux ils sont plutôt dans un mouvement collectif international avec une globalisation influencée par une pensée globale de mondialisation, alors que ceux qui ont 50 ans et plus par exemple ont vécu dans un monde qui était encore beaucoup plus fermé et dont l'idée même de penser à une pratique, par exemple, sexuelle, homosexuelle, leur est presque révulsive, alors que pour les jeunes, ce sont des choses qui sont beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus acceptables. Donc la perception varie donc en fonction de l'âge. Des âges, oui, tout à fait. Autre question que vous avez abordée dans votre enquête, c'est la question des identités. Là aussi, que dit l'enquête par rapport à cette question? Alors, sur la question des identités, là aussi, il faut préciser que c'est une question qui est commune à l'ensemble des pays dans lesquels Afrobaromètre mène ses enquêtes. Sur la question des identités, nous avons observé qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Parce que la question qui a été posée aux enquêtés, c'est « Vous sentez-vous plus gabonais que de votre groupe ethnique? Vous sentez-vous autant de votre groupe ethnique que gabonais ou vous sentez-vous plus de votre groupe ethnique que gabonais ?» Et là, la réponse, elle est très claire. De manière générale, il y a une tendance pour les Gabonais à se sentir plus gabonais et à se sentir à la fois gabonais et du groupe ethnique auquel on appartient, mais vraiment il y a moins de 10% qui disent se sentir d'abord appartenir à leur groupe ethnique que à se sentir gabonais. Donc moi j'en conclus que de manière générale, en fait, les Gabonais se sentent d'abord beaucoup plus attachés à leur identité nationale. Et là aussi, il faut préciser que c'est une tendance. C'est une tendance parce que cette année, même si la tendance est légèrement baissière, parce que on a observé que cette année, c'est 48% des enquêtés qui affirment se sentir appartenir d'abord gabonais avant de se sentir appartenir à leur groupe ethnique. Et cette tendance, elle est persistante parce que si vous prenez les données de 2015, de 2017 et de 2020, eh bien, on va se rendre compte qu'en 2015 et en 2017, eh bien, cette tendance était de l'ordre de 58% et de 54%. Ça veut dire que il y a dans la perception nationale une affirmation justement d'une identité nationale. Maintenant, il faut nuancer que cette identité nationale ne s'oppose pas à une identité des groupes, à une représentation, à une identité du groupe auquel on appartient. Au sens où ceux qui disent se sentir appartenir à la fois à l'identité gabonaise et à l'identité de leur groupe ethnique, on a tendance à vouloir opposer cela. Non, il n'y a pas d'opposition. Se sentir gabonais ne signifie pas qu'on nie le fait que nous appartenons d'abord à un groupe culturel, à un groupe ethnique, que nous sommes ressortissants par exemple d'un territoire. Et donc, à partir de ce moment, au fond, cette
idée de dire je me sens à la fois gabonais et à me sentir à la fois de mon groupe ethnique n'oppose pas les deux appartenances. Affirmer qu'on est d'abord, on se sent gabonais, ne veut pas dire que on renie son groupe ethnique. Tout aussi dire que on se sent à la fois gabonais et du groupe ethnique, ce n'est pas un problème en cela. Mais on peut le comprendre. Moi, je peux le comprendre. Moi, en tant que géographe, je peux le comprendre pour une raison simple. C'est que il y a essentiellement, à mon avis, deux choses qui peuvent expliquer justement ce positionnement et ces résultats. Le fait est que nous sommes dans une société, le Gabon est un pays qui est fortement urbanisé. Vous savez que le rapport urbain-rural au niveau du Gabon est de l'ordre de 80, de plus en plus on parle de l'ordre de 86-87% à 13-14%. Ce qui veut donc dire que le fait que nous soyons fortement urbanisés crée une capacité d'acceptation de l'autre. Parce que on vit au milieu des autres, ça permet de chasser la peur de l'autre et donc de créer une identité collective qui fait que finalement on se sent essentiellement gabonais. L'autre phénomène, c'est que nous sommes dans un pays à un fort taux de mariage mixte et cette mixité-là crée nécessairement des rapprochements entre les populations des groupes ethniques différents, des communautés. Et troisième élément explicatif, c'est que nous sommes une société d'immigration. Nous sommes une société à forte immigration. Or, qui dit immigration, dit nécessairement capacité d'intégration. Or, à partir du moment où nous sommes donc une société d'immigration à forte intégration, eh bien, on peut donc comprendre le fait qu'effectivement, il y ait une mise en avant justement de l'appartenance à la fois au groupe ethnique et à l'identité nationale. Alors, l'identité ou les identités, est-ce qu'on peut préciser un peu le sens de ces deux concepts? Ah, ok, d'accord. Alors, merci pour cette question parce que je pense qu'en réalité, on parle des identités. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer l'identité nationale à l'identité par exemple des groupes culturels et des groupes ethniques. Pour une raison simple, c'est que à chacun de nous, nous avons une multiple identité. Moi, je suis gabonais. Être gabonais ne nie pas le fait que je sois ressortissant de Langounié, ne nie pas le fait que je sois, par exemple, du groupe ethnique Nzebi, par exemple. Vous voyez, et que selon que je me positionne en tant que membre de la communauté Nzebi ou ressortissant de Langounié, mais chaque fois que je le dis, je décris des identités et ensuite je vais dire que bon, à côté d'être du groupe ethnique Nzebi, à côté d'être ressortissant de Langounié, ben je suis chrétien. Ça, c'est une autre identité que je mets en avant. Et donc à partir de ce moment, nous avons à chacun de nous multiples identités. Et donc nous sommes un pays multiculturel avec plus d'une cinquantaine de groupes ethniques. Ça veut donc dire que l'identité gabonaise en réalité s'inscrit et se construit à travers les identités de ces groupes ethniques. Et c'est parce qu'il y a justement la synergie, il y a l'émulation, la mise en avant de ces identités des différents groupes ethniques qu'il y a donc, on peut donc penser une identité gabonaise qui s'inscrit par l'ensemble de ces identités. Et c'est pour cela que personnellement, moi, j'aime bien à dire, par exemple, que, vous voyez, au Gabon, la fête des cultures, par exemple, à mon avis, c'est l'expression même de ces identités nationales. Mais ces identités nationales qui participent justement de la construction de l'identité gabonaise. Et bon, ça m'amuse un peu d'entendre ce débat de ceux qui estiment que les résultats d'Afrobaromètre mettant en avant l'identité nationale, l'affirmation des Gabonais à l'identité nationale et donc aux identités également des groupes culturels est un résultat qui ne serait pas conforme à la réalité nationale. C'est plutôt, à mon avis, un résultat totalement conforme à ce que représente la réalité de notre société gabonaise aujourd'hui. Okay? Donc, il y a les identités
mais l'identité gabonaise se construit autour de ces identités des groupes ethniques ou des groupes ethno-linguistiques, comme vous voudrez. D'accord. Voilà. Avant de prendre une pause pour aborder le thème qui nous intéresse le plus, le conflit homme-femme dans le cadre de cette émission, docteur, peut-on savoir le nombre de personnes que vous avez enquêtées et la durée de cette enquête et comment avait-elle un maillage territorial? Ok, merci vraiment, je vous remercie parce que ça permet de préciser. Vous savez, en science, on dit souvent que la méthode conduite pour obtenir des résultats est plus importante que les résultats eux-mêmes. Donc c'est vraiment très important de me poser cette question. Afrobaromètre a un protocole. Le protocole, je l'ai dit au début, ce sont des entretiens face à face. C'est un maillage territorial, c'est-à-dire que à partir de, je disais tout à l'heure que nous travaillons en collaboration avec la direction de la statistique, à partir du recensement général de la population de 2013, eh bien, nous regardons l'ensemble des secteurs de dénombrement du pays et en partant donc de l'échelle des provinces, des départements, des cantons et des communes et des arrondissements, il y a un poids qui est donc de la population de chaque zone, qui est calculé en fonction du poids général de la population dans le pays. Eh bien, on travaille sur, le protocole Afrobaromètre indique qu'on travaille sur 150 secteurs de dénombrement. Et donc, le poids de chaque ville, de chaque canton, de chaque département va être déterminé. Et donc, à partir de ce moment, nous allons sélectionner le nombre de secteurs de dénombrement dans lesquels nous allons travailler dans ces territoires. Et donc, le maillage est un maillage national. Nous avons fait l'ensemble du pays. Évidemment, quand on dit l'ensemble du pays, nous ne sommes pas allés dans tous les villages, dans tous les départements. Dans les 9 provinces. Mais dans les 9 provinces, en fonction justement du tirage des secteurs de dénombrement de manière aléatoire qui sont établis et en fonction, en respectant donc la proportion urbain-rural et donc en respectant le poids démographique de chaque province, de chaque département et donc de chaque canton. Et donc, nous avons enquêté 1200 citoyens gabonais et dans tous les pays dans lesquels Afrobaromètre mène ses enquêtes, on interroge toujours 1200 citoyens de ce pays, sauf quelques exceptions comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, qui ont des démographies très importantes, où on enquête 2400, c'est-à-dire le double des 1200. Sinon, dans tous les autres pays Afrobaromètre, on enquête 1200 citoyens. Et donc, nous nous rendons dans les zones sélectionnées, dans les départements, les secteurs de dénombrement sélectionnés, eh bien, nos équipes se rendent directement sur le terrain avec une procédure de sélection des ménages qui est aléatoire et avec une procédure de sélection justement des enquêtés qui est là également aléatoire. Et donc, voilà, donc nous avons enquêté 1200 personnes. L'enquête pour le round 8 s'est déroulée du 7 au 23 février 2020, c'est-à-dire quelques semaines avant la crise sanitaire que connaît notre pays. Vous avez M. Wali, qu'il y a eu une parité homme-femme, pour dire qu'il y a eu 50% de femmes qui ont été interrogées au même titre que 50% des hommes. Voilà. Tout à fait, exactement. Fidèles auditeurs de Radio Gabon, nous allons laisser souffler nos invités et nous nous retrouvons juste après la transition. De retour dans cette seconde partie de l'émission, Arnaud, quel est le second angle abordé? On va aborder le thème qui nous intéresse le plus, à savoir le conflit homme-femme qui a fait partie de l'enquête dont les résultats ont été récemment disséminés par Afrobaromètre. D'accord, je me tourne vers notre invité, Monsieur Wakongo Zamba Boris. Comment se manifeste le conflit homme-femme sur le terrain? Alors, merci de me passer la parole et merci de nous avoir invités pour apporter un peu plus de précision sur cette problématique. En effet, au regard de la récurrence du phénomène sur l'ensemble du territoire, au regard du nombre de cas qui est en augmentation,
Alors, le conflit entre les hommes et la faune sauvage apparaît bel et bien comme un sujet d'actualité, et une problématique socio-environnementale sérieuse au Gabon depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le choix de l'analyser dans le cadre de ce 8e tour d'Afrobaromètre, pour comprendre notamment sa perception, essayer d'expliquer ces facteurs d'aggravation et peut-être contribuer à rechercher des solutions durables de ce phénomène-là. Alors, globalement, comment est-ce que le conflit homme-faune peut être perçu? Alors, il s'agit d'un ensemble de nuisances, provoquées par différentes espèces animales. Ces nuisances se manifestent par la destruction des cultures, par les attaques d'animaux sauvages et même parfois domestiques, par les compétitions pour l'accès aux ressources naturelles, mais également par des atteintes à la vie humaine. Donc, globalement, pour fixer le décor de cette problématique, c'est ce que je peux dire en termes introductifs. D'accord. Suite à votre enquête, le conflit homme-faune est-il assez connu du commun des Gabonais? Alors, on a aussi observé que la dénomination conflit homme-faune n'a pas été bien perçue par l'ensemble des Gabonais, puisque les chiffres le démontrent. Nous avons plus de 57% des Gabonais qui affirment ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune, ce qui semble être contradictoire avec la réalité du terrain. Tout à fait. Et on s'est aussi aperçu que moins les personnes interrogées avaient une instruction élevée, moins elles avaient connaissance de ce conflit-là. Donc, en interne, on a peut-être pensé qu'il aurait dû directement parler de conflit homme-éléphant, puisque dans la perception de ceux qui ont entendu parler de ce conflit, ils associent le conflit à la destruction des plantations par des animaux sauvages comme les éléphants. Donc, je pense qu'on aurait peut-être dû, je pense que c'est peut-être l'un des axes de recherche qu'on va approfondir pour les prochaines éditions, parler directement du conflit homme-éléphant pour essayer d'avoir un peu plus de proportions. Est-ce que vous aviez à peu près un pourcentage? Les personnes qui disent avoir entendu parler de ce phénomène, effectivement, il y a 45% des Gabonais interrogés qui disent avoir une connaissance du conflit homme-faune. Vous parlez du niveau d'instruction. Est-ce que il y a la connaissance qu'on a du phénomène dépend du niveau d'instruction qu'on a? Bon, c'est à peu près ce que c'est de traduire les chiffres que nous avons, puisqu'on s'aperçoit que moins les personnes que nous avons interrogées avaient une instruction élevée, moins ces personnes-là disent ne pas connaître le phénomène que nous avons étudié. Oui, docteur Wali. Alors, peut-être apporter une explication à cet élément, c'est-à-dire que la connaissance du conflit homme-faune n'est pas l'apanage des instruits. Mais là, il sait, et c'est ce que M. Wakongo essayait de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un biais dans la capacité de poser la question. C'est-à-dire que dire qu'il y a conflit homme-faune, en réalité, c'est peut-être un langage beaucoup trop universitaire. C'est cela. Beaucoup trop universitaire. Ce qui fait que ceux qui sont les plus instruits comprennent ce que ça veut dire conflit homme-faune. Quand on parle de la faune, ils comprennent bien que on est en train de quoi il s'agit. Or, il aurait peut-être été plus judicieux pour nous, en posant la question, de demander aux populations, à celui qui est, par exemple, nous sommes par exemple allés à Yetsu, là-bas, dans les villages. Les agriculteurs, effectivement, qui connaissent bien ce que c'est que le conflit homme-animaux, le conflit homme-éléphant. Si on leur avait demandé, est-ce que vous avez entendu parler du conflit homme-éléphant ou de conflit même plus largement du conflit homme-animaux? Je suis certain, nous sommes certains que le pourcentage aurait été beaucoup plus élevé. Et avoir posé la question, avez-vous connaissance du conflit homme-faune? Je crois que la notion de faune, c'est trop savant. Ça s'est présenté pour une enquête comme celle-là. Je pense que c'était trop savant et ce biais-là, peut-être que nous ne l'avons pas, nous nous rendons compte que nous ne l'avons pas perçu en amont et qu'il fallait revenir à des niveaux de langage beaucoup plus simples en demandant est-ce que vous avez entendu parler du conflit homme-animaux? Voilà, donc c'est peut-être ce qui explique ce faible pourcentage justement de ceux qui ont entendu parler du conflit homme-faune. Et dans les facteurs aggravants de ce phénomène, M. Wakaso, est-ce que vous en avez des explications? Bon, effectivement, puisque nous avons plus, à partir des 45% des Gabonais qui disent avoir entendu parler de ce conflit-là, et comme je le disais tantôt, la majorité d'entre eux, c'est-à-dire 94%, l'associent à la destruction des plantations par les éléphants. Maintenant, pour ce qui est des facteurs aggravants, il ressort de cette étude que c'est bel et bien l'activité économique, notamment forestière et minière, qui est le facteur aggravant de ce phénomène sur l'ensemble du territoire national. Donc, les sociétés forestières, parce qu'elles détruisent l'habitation des éléphants, que le conflit s'accentue. Effectivement, s'il faut pousser les analyses, on arrive effectivement à une forme de transgression spatiale des territoires, puisque lorsque l'homme envahit ou s'aventure dans les espaces habituellement occupés par les animaux, puisque
nous relevons en milieu rural, par exemple, que les paysans font leur activité en milieu forestier. À la sortie des indépendances du Gabon, on a observé, par exemple, qu'il y a eu des attributions tout azimut, des concessions forestières, des concessions minières, qui exploitent de manière industrielle les ressources naturelles. Et donc, cela se fait au détriment du milieu de vie de ces espèces-là, et ce qui entraîne donc des conflits d'usage. Voilà. Et le phénomène, il est national ou bien il est circonscrit dans certaines provinces, certaines régions? Le phénomène, il est national, à quelques exceptions près, puisque nous avons relevé, par exemple, que le principal facteur aggravant, c'est bel et bien la déstabilisation des forêts par l'activité économique, comme je le disais tantôt, mais également, on relève, par exemple, qu'il y a le fait que les villageois font leur activité dans les aires de ces espèces, comme je le disais tantôt tout à l'heure. Donc, les activités paysannes se font en milieu forestier où ces espèces-là vivent habituellement. Au-delà de cela, il y a aussi la requalification d'une partie du territoire en espace de conservation. Et là, on assiste à une augmentation des espèces incriminées qui, la plupart d'entre elles, sont intégralement protégées. Donc, les aires protégées ou les parcs nationaux sont aussi des facteurs aggravants. Effectivement, qui jouxtent certaines zones habitées en milieu rural. Donc, vous voyez, cette cohabitation semble être difficile puisque la faune atteint aujourd'hui des niveaux très importants qu'on ne peut pas, et puis vous savez qu'il y a certaines espèces qui sont intégralement protégées, dont l'abattage nécessite toute une procédure qui parfois ne satisfait pas les populations qui sont victimes de ce conflit-là. Est-ce que justement il y a des pistes de solutions qui se dessinent, par exemple aujourd'hui, limiter ou freiner ce conflit homme-faune dans le pays? Bon, c'est vrai qu'il existe des systèmes de compensation, mais qui généralement ne sont pas à la hauteur des dégâts causés par ces animaux-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'État doit reverser une certaine somme d'argent aux populations qui sont victimes de ce conflit, mais les populations elles-mêmes disent ne pas être satisfaites de ce qu'elles reçoivent par rapport aux dégâts causés par Parfois, ils ne reçoivent rien. Parfois, ils ne reçoivent rien, effectivement. On les recense, effectivement, on recense les cas, on recense les victimes, mais généralement, le paiement n'arrive pas toujours. Mais est-ce que le fait d'à chaque fois remettre de l'argent aux populations victimes est une solution durable? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être globalement penser peut-être à un aménagement, une sécurisation des espaces de conservation d'abord, pour que nous arrivons notamment à freiner le phénomène progressivement, et pourquoi pas, comme le chef de l'État même le disait, arriver peut-être à une certification forestière d'ici 2022 pour que l'on tienne aussi bien compte des objectifs économiques dans l'exploitation plutôt des ressources naturelles, mais également des objectifs sociaux et écologiques, puisque nous voulons parler de la durabilité dans la gestion des écosystèmes. Il faut donc tenir compte de tous ces paramètres-là, de mon point de vue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un plan d'urgence? Il y a un plan d'urgence ou pas? Plan d'urgence de la gestion sur de le conflit, oui. Bien sûr, il existe un plan d'urgence, mais je pense qu'il est encore en discussion. Il existe un plan d'urgence, mais il faudrait peut-être l'élargir en intégrant aussi toutes les parties prenantes qui interviennent dans le cadre de ce phénomène-là. Oui, docteur. Oui, alors, sans être tout à fait spécialiste du domaine, mais je me suis amusé à m'informer un peu sur cette question, et je me suis rendu compte que, d'abord, remettre en perspective un élément important. Cette enquête permet quand même, je disais, de mettre en perspective un élément important, c'est que aujourd'hui, presque dans la conscience collective, lorsqu'on parle de conflit homme-faune, on a tendance systématiquement à incriminer les parcs nationaux. À dire que c'est parce qu'il y a eu sanctuarisation de notre territoire, d'une partie de notre territoire, et la conservation qui est faite et qui cause vraiment justement, ou qui accentue et exacerbe donc ce conflit. Eh bien, en réalité, cette enquête permet de remettre sérieusement en perspective, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des phénomènes importants que nous avons tendance à oublier, c'est justement l'exploitation de notre forêt, et ce soit par la foresterie ou par les mines. Et comme le disait tout à l'heure, le plus important, c'est de parvenir à trouver le juste équilibre entre les considérations sociales, c'est-à-dire satisfaction de la population, mais également une satisfaction économique, parce que malgré tout, il faut bien que l'État, que l'économie du pays fonctionne par ces entreprises, et arriver à la conservation. Donc, le débat, il est là, c'est-à-dire c'est comment on parvient à faire cohabiter justement l'ensemble de ces acteurs sur les mêmes territoires. L'autre élément, c'est que sur les mécanismes de résolution, vous faites bien d'évoquer justement le plan d'urgence.
qui est par exemple menée par l'Agence des parcs nationaux, notamment par exemple par les barrages électriques plutôt, qui sont aujourd'hui mis autour des parcs nationaux pour pouvoir réduire un tant soit peu justement la capacité de nuisance justement de ces pachydermes. Mais un élément quand même important, je me suis rendu compte que dans la loi de finances 2020, eh bien pour la première fois, l'État a mis en place une ligne budgétaire pour la construction et la résolution donc justement de ce conflit homme-faune. Ce qui veut dire que en réalité au niveau du pouvoir, au niveau de l'État, il y a une préoccupation importante justement de ce conflit parce que on ne peut pas justement faire de la conservation simplement pour la conservation au détriment justement de la population. À mon avis, c'est un message qui est très clair, qui est envoyé par l'État, qui dit clairement par cette inscription de la ligne budgétaire dans le budget de l'État, c'est de dire clairement il faut parvenir à solutionner justement ce problème qui n'a que trop duré. Il faut satisfaire les populations, mais également les engagements internationaux que le Gabon a pris sur la conservation. On ne peut pas aussi du jour au lendemain en faire fi comme si nous avons des engagements internationaux. Le chef de l'État a pris des engagements internationaux, il faut les respecter. Et donc comment on parvient justement à respecter les engagements internationaux, à faire fonctionner l'économie par justement l'exploitation forestière et minière, et comment on préserve justement les intérêts plutôt des populations. Je crois que là, il y a une réflexion globale qui doit être menée. Cette enquête, à mon avis, a un intérêt essentiel, c'est de remettre en perspective justement l'incrimination qui est généralement faite aux parcs nationaux. Ok, le conflit homme-faune, vous l'avez dit, c'est souvent l'éléphant qu'on met en avant. Quelles sont les autres espèces qui sont impliquées dans ce conflit-là? Bon, il y a aussi des grands singes, hein. C'est vrai qu'on ne les cite pas. Il y a des grands singes, il y a des rongeurs aussi, mais dans la conscience collective des Gabonais, c'est bel et bien l'éléphant qui est le principal animal qui aggrave donc ce conflit en milieu rural. Suite à ce pourcentage-là, l'enquête a été faite en combien de temps? Bon, je pense que dans la première partie de l'émission, je crois que Wali a essayé de préciser que l'enquête s'est faite du 7 février au 23 février 2020. Donc l'une des chances qu'on a eues, c'est effectivement que le coronavirus n'avait pas encore atteint notre territoire. Donc on a pu sillonner l'ensemble du pays et recueillir ces données auprès des populations. L'émission tire à sa fin, mais avant de nous quitter, nous donnons la parole à nos invités pour le mot de fin. Docteur? Bien, je voudrais vous dire merci vraiment de nous donner la possibilité de pouvoir communiquer sur ces données, mais de communiquer sur les activités universitaires de manière globale, parce que généralement on travaille à l'université et ce qu'on fait n'est pas toujours connu par le grand public. Donc vous nous donnez là l'opportunité de pouvoir présenter au public, aux auditeurs nos travaux, et rappeler donc justement que le CERGEP est un centre d'études qui mène des recherches et qui a des capacités de recherche sur le terrain, et Afrobaromètre nous donne l'opportunité justement de recueillir l'opinion de la population. Nous reviendrons, si vous nous invitez, nous reviendrons avec plaisir pour présenter d'autres données qui ont été recueillies au cours de cette enquête 2020. Merci. Monsieur, juste vous remercier et espérer que les thématiques que nous abordons susciteront l'intérêt de l'opinion et pourquoi pas des décideurs politiques, et surtout sur la problématique du conflit homme-faune. Comme disait le Dr Wali, nous espérons que cette problématique s'inscrive dorénavant dans l'une des préoccupations des pouvoirs publics pour que les populations victimes ne soient plus lésées sur cette problématique-là. Donc c'est nous qui vous remercions de nous avoir invités et d'avoir préparé votre émission. Arnaud, un bref résumé sur la thématique du jour en rappelant aussi le jour et les heures de diffusion de l'émission. L'émission est diffusée le lundi à partir de 10h05, rediffusion le même jour à partir de lorsqu'il est 20h. Nous avons parlé de Afrobaromètre qui vient donc de procéder à la dissémination des données du round 8 à travers une enquête. Cette dissémination a été faite, on le rappelle, par visioconférence à cause de la crise sanitaire qui sévit. L'émission a donc été réalisée par Herman Osunga. Moi, je suis Arnaud Ondo Ngozogo. Lise, c'est la fin de l'émission. On se dit au revoir et à très bientôt sur les antennes de Radio Gabon pour un nouveau numéro de Gabon Environnement.
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.